Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'actualité de ce lundi. Vous êtes à la présentation avec moi, Michel Iradukunda. Un groupe de 128 professionnels de santé rwandais se trouve actuellement en Éthiopie dans le cadre d'un programme de formation spécialisé visant à renforcer leurs compétences et leur expertise dans plusieurs domaines médicaux. Cette initiative est organisée par le ministère éthiopien de la Santé en collaboration avec différents partenaires du secteur médical africain. Selon les informations communiquées, cette formation s'inscrit dans les efforts du gouvernement rwandais pour améliorer la qualité des services de santé et accroître le nombre de professionnels qualifiés dans le pays. Le programme soutient notamment l'objectif fixé par le ministère de la Santé de quadrupler les effectifs du personnel médical d'ici 2030 afin de répondre aux besoins croissants de la population en matière de santé. Les bénéficiaires de cette formation proviennent de différentes spécialités médicales et paramédicales. Pendant leur séjour en Éthiopie, ils vont suivre des cours théoriques et pratiques axés sur le perfectionnement des compétences cliniques, la gestion des structures sanitaires ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine médical. Dans la soirée du dimanche, les professionnels rwandais ont été accueillis par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lors d'une rencontre réunissant également près de 400 participants venus de plusieurs pays africains. À cette occasion, le chef du gouvernement éthiopien a salué l'importance de la coopération africaine dans le cadre de la santé et le renforcement des capacités des ressources humaines médicales sur le continent. Cette initiative illustre donc le renforcement des relations de coopération entre le Rwanda et l'Éthiopie. Et le directeur général de la police nationale du Rwanda, CG Félix Namuhoranye, qui assure également la présidence du comité consultatif technique du centre régional chargé du contrôle des armes légères et de petit calibre, a officiellement ouvert les travaux de la 17e réunion de ce comité. Cette rencontre réunit des représentants des comités nationaux issus des pays membres de cette organisation régionale et aussi engagés dans la lutte contre la prolifération illicite des armes légères et le renforcement de la sécurité dans la région. Dans son discours d'ouverture, CG Félix Namuhoranye a souligné l'importance de consolider la coopération régionale face aux nouvelles menaces sécuritaires qui émergent sur le continent et dans le monde. Il a insisté sur la nécessité des États membres de renforcer le partage d'informations, la coordination des opérations ainsi que l'harmonisation des cadres juridiques afin de mieux répondre aux défis liés à la circulation illégale des armes. Le chef de la police rwandaise a particulièrement attiré l'attention sur l'évolution rapide des technologies utilisées dans la fabrication et la diffusion des armes. Il a évoqué les risques croissants liés à la prolifération d'armes fabriquées à l'aide des technologies avancées, y compris celles produites par des procédés numériques modernes, ainsi que leur utilisation illégale par des groupes criminels et d'autres acteurs menaçant la stabilité régionale. À travers cette rencontre, les pays membres vont réaffirmer leur engagement à promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité dans la région en intensifiant les efforts conjoints contre la circulation illégale des armes et les réseaux criminels qui alimentent l'insécurité. Et le président de la Basketball Africa League, Amadou Galofal, qui est en ce moment au Rwanda à l'occasion du tournoi de Basketball Africa League 2026 qui se joue ici même à Kigali, a estimé que l'Afrique doit valoriser davantage sa jeunesse pour assurer dans l'avenir son indépendance. Et dans un entretien avec notre collègue Emmanuel Munyarukumbuzi. Merci pour cet accueil. Et puis d'abord, je voudrais commencer par souhaiter une très belle journée pour l'Afrique. This is Africa Day, le 25 mai. Et nous avons toujours le plaisir de célébrer cette journée pour notre cher continent où nous allons continuer à œuvrer à travers la Basketball Africa League. Vraiment à son rayonnement. C'est toujours un énorme plaisir de venir ici. C'est devenu un rendez-vous, cette visite à RBA. Merci beaucoup. Et l'année dernière, sur les micros de la RBA, vous parliez avec beaucoup de passion d'ailleurs, de la cohérence et du dynamisme
en transformant la Basketball Africa League vers des futurs meilleurs. La saison 6 est désormais lancée. Qu'y a-t-il de nouveau cette saison sur le terrain en matière de partenariats commerciaux, de renforcement de capacités et d'engagement communautaire? Alors là, nous sommes heureux d'avoir vraiment repris la marche là où le train s'était arrêté l'année dernière, la saison 5, qui était une année bannière, où beaucoup de records ont été établis en termes de personnes, de supporters qui ont vu les matchs dans les différentes salles où nous sommes produits à Dakar, à Rabat, Pretoria, ici à Kigali. Le jeu sur le terrain continuait d'être amélioré. Les compétitions étaient très serrées, de grands joueurs, de grosses performances. Un nombre record de partenaires qui étaient venus soutenir notre opération. Mais là, dès l'entame de cette saison, on a vu une recrudescence aussi bien à Pretoria ou Rabat, où nous avons joué notre Kalahari Conference et notre Conference du Sahara, de très belles compétitions. Le niveau du jeu qui devient de plus en plus élevé, de très grands joueurs qui sont dans les différentes équipes et ce qui se traduit par un produit qui est encore meilleur que même ce qu'il était l'année dernière. Et d'où tous ces chiffres que nous sommes en train de voir en termes de participation des supporters. On a joué beaucoup de matchs à guichet fermé, aussi bien à Pretoria qu'à Rabat. Et aussi l'engagement des supporters et le nombre de supporters qui sont en train de regarder ces matchs. Des chiffres comme plus de 700 millions de vues de nos matchs. Il y a eu quelque chose comme 15 milliards d'impressions, ce qui signifie que 15 milliards d'opportunités de vraiment réécrire la narrative quiconque pourrait avoir de l'Afrique. Et je parle d'un engagement de ces supporters à travers tout le monde parce que la diaspora africaine suit la Basketball Africa League partout. Nous avons un record de partenaires qui sont venus accompagner la Basketball Africa League, quelque chose comme 22 partenaires, aussi bien dans le domaine du marketing, du broadcasting, du merchandising. Et évidemment, tout cela nous fait penser à nos tout débuts, 2021, lorsque nous lancions cette ligue ici, avec des partenaires comme le Rwanda Development Board et Visit Rwanda, qui restent vraiment des partenaires fondamentaux qui ont cru à ce produit à la base. Et c'est pourquoi, pour nous, c'est toujours un énorme plaisir d'être au Rwanda, surtout ces finales qui sont devenues un rendez-vous incontournable. Nous voyons un nombre de visiteurs, des gens qui viennent pour ces finales, qui augmente d'année en année. Vous évoquez le partenariat avec Visit Rwanda et le Rwanda Development Board. Comment décririez-vous la contribution du Rwanda à l'histoire et au succès de la Basketball Africa League? C'est un partenariat dont nous sommes très fiers. Et comme je l'ai dit tantôt, le Rwanda Development Board avec Nike ou Brand Jordan et Wilson, là, ce sont nos partenaires fondationnels, comme on dit. Alors, nous avions trouvé ici dans ce pays un environnement très accueillant et favorable, et à commencer par le leadership de son Excellence, le président Paul Kagame. Et je tiens à rappeler que nous sommes d'abord venus ici en 2012 pour une visite. Il y a plusieurs années d'interaction et de collaboration. Il a cru au produit et il a cru surtout à la vision qu'on avait, parce que ce qu'on cherche à construire va bien au-delà du basketball. C'est une opportunité d'utiliser justement le sport comme un levier, comme un tremplin pour parler à notre jeunesse, l'inspirer, les diriger vers des activités sociales positives, et aussi surtout pour que cette jeunesse soit inspirée par l'idée et l'opportunité d'une Afrique qui se prend en charge elle-même. Et j'ai toujours pensé que tout devrait passer par notre jeunesse. Cette jeunesse, il faut juste
leur montrer un modèle ambitieux pour qu'eux-mêmes, parce qu'ils ont l'énergie, ils ont l'intelligence, ils ont surtout la motivation qu'il faut pour créer, entreprendre et créer de la valeur pour nos sociétés. Des experts en politique ont estimé que le développement du continent africain doit reposer sur la valorisation de ses ressources naturelles afin de trouver des solutions durables, capables aussi d'aider les populations africaines à atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Ces réflexions ont été au centre d'une conférence internationale préparatoire à la célébration de la journée de la libération de l'Afrique commémorée chaque année le 25 mai. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Le président du mouvement panafricain, branche du Rwanda, honorable Musoni Proti, a déclaré que l'Afrique a encore beaucoup à accomplir si elle veut atteindre une véritable indépendance. Même si nous célébrons les acquis déjà enregistrés, nous ne devons pas uniquement nous concentrer sur ce qui a été accompli, mais également mesurer l'ampleur du travail qui reste à faire pour atteindre l'Afrique que nous voulons. Une Afrique unie, paisible, prospère, bien gouvernée et dotée d'une voix forte sur la scène internationale. Le représentant du Sénégal au Rwanda, l'ambassadeur Doudou Sow, s'exprimant au nom de ses collègues, a souligné que l'Afrique a avant tout besoin d'une indépendance complète avant de pouvoir définir elle-même son avenir. Nous nous excusons sur ces images avec un problème technique. Et direction au cinéma, le ministère de la Jeunesse et des Arts a indiqué qu'il continuera de soutenir les talents artistiques au Rwanda pour les aider à se distinguer sur le plan international. C'est ce qu'en tout cas a affirmé Madame Sandrine Umutoni, secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et des Arts, après que le film Benimana ait reçu le prix Caméra d'Or au Festival de Cannes. C'est dans un entretien avec notre collègue Jean-Damascène Manichemé. Notre ministère, donc, qui est chargé de la jeunesse et des arts, a une mission très précise. Nous sommes là pour accompagner les artistes ou les professionnels des industries culturelles et créatives. Et cela, nous le faisons selon 4 axes principaux. Le premier, c'est la mise en place des conditions favorables pour que les artistes puissent déjà être vus comme des artistes, qui puissent travailler en tant que tels et qui puissent donc protéger leur travail. Donc cela se fait à travers la mise en place de politiques et de lois qui permettent donc de respecter la propriété intellectuelle. Juste pour donner un exemple, cela se fait à travers la formation de ces personnes qui travaillent dans tout l'écosystème des industries créatives et culturelles. Et cela se fait à travers donc des formations techniques, ça se fait à travers des partenariats avec des institutions donc dans l'éducation, mais aussi des institutions qui sont chargées de créer des métiers pour la jeunesse, rwandaise et bien sûr ceux qui sont dans les professionnels de l'industrie. Et cela pour nous est très important parce que nous voyons donc ce travail de la créativité comme un travail, qui commence d'abord par la détection de talents et puis la promotion de ces talents et cela se fait à travers une éducation qui doit être ciblée, mais aussi une éducation qui doit correspondre aux demandes du marché. L'autre élément sur lequel nous nous, concentrons aussi, c'est la question des infrastructures. Donc nous travaillons avec différentes entités pour que nous ayons autour de nous plus d'espaces qui respectent donc la créativité, rwandaise, des espaces qui permettent donc à la population de venir et d'apprécier le travail donc de ces artistes et de ceux qui travaillent dans les industries culturelles. Et l'élément, dernier, mais qui est aussi central à cette, discussion sur la promotion de l'économie créative qui est l'accès au financement et au cours des derniers mois, nous avons eu donc l'opportunité de travailler avec, de grandes banques, rwandaises pour mettre en place des produits financiers qui répondent en fait aux demandes pardon, de ce domaine, créatif et créer donc des produits, donc que ce soit des prêts,
des grants, donc des subventions qui permettent donc à ceux qui sont dans cette industrie d'accroître leurs entreprises, de pouvoir acheter le matériel dont ils ont besoin, de pouvoir payer les professionnels avec lesquels ils travaillent parce que, en fin de compte, l'industrie créative ou l'économie créative, je dirais, est un véritable moteur de développement. Nous le voyons ici à travers ce festival, qui sur une pardon, qui sur une dizaine de jours a permis à la ville de Cannes, en fait, de vibrer. C'est-à-dire que nous voyons que ça contribue à l'industrie du tourisme, ça contribue à l'industrie des transports, de la logistique et voilà, toute une ville se réveille à travers un festival qui a été, créé pour la promotion du cinéma. Donc à travers l'accès au financement, nous voilà, c'est comme une machine qui se met en marche et permet, voilà, de créer plus d'emplois, de générer des revenus dans l'industrie du tourisme, dans l'industrie des transports, et voilà, en fin de compte, de rapprocher des cultures différentes et de permettre, à tout un chacun de prendre un intérêt sur la vie d'un autre, mais surtout de s'en inspirer, car nous vivons dans des moments, très troubles, je dirais, d'un point de vue politique. Nous avons beaucoup de conflits autour de nous et c'est à travers le travail comme celui de Benimana, que les personnes arrivent à se recentrer de nouveau sur l'importance de la paix, de la réconciliation, mais surtout de la compréhension, c'est-à-dire faire face à son passé, comprendre ce qui s'est passé pour préparer un meilleur avenir pour les générations à venir. Donc voici le travail que nous avons au sein du ministère, donc accompagner les artistes, mettre en place les conditions favorables et créer des ponts là où cela est nécessaire pour permettre à ces œuvres de voyager et d'arriver dans les marchés où ils peuvent, voilà, générer encore plus de revenus. La Banque nationale du Rwanda a appelé les utilisateurs des services financiers numériques à faire preuve de vigilance face aux risques de fraude liés aux prêts accordés via téléphone mobile. Toutefois, l'institution a souligné que cette technologie a considérablement facilité l'accès au crédit, notamment pour les petits commerçants qui apprécient la rapidité d'obtention des prêts ainsi que des taux d'intérêt jugés abordables. Jean-Benoît Michel. Au Rwanda, près de 85% des adultes utilisent aujourd'hui des services financiers numériques, notamment à travers les téléphones mobiles. Cette évolution permet de nombreux citoyens d'obtenir rapidement des crédits sans devoir fournir de garanties. C'est le cas de Shirambere Jean d'Amour, commerçant qui affirme avoir progressivement accédé à des prêts allant jusqu'à 500 000 francs rwandais en seulement quelques minutes. Cela m'aide beaucoup dans mon commerce. Aujourd'hui, je peux obtenir un prêt de 500 000 francs rwandais et le rembourser en 3 mois. Les remboursements sont effectués chaque mois au fur et à mesure de mes dépôts. Une fois les 3 mois écoulés, je peux à nouveau emprunter. C'est vraiment utile pour nous, les petits commerçants qui n'avons souvent pas de garantie, et tout se fait très rapidement. Et notre commerçant Tuzo Emmanuel explique que ces avancées numériques constituent un soutien important pour la gestion quotidienne de ses activités. Il y a des services comme Advance ou eCash qui m'aident énormément, aussi bien pour le remboursement que pour le fonctionnement de mon commerce. J'ai commencé avec un prêt de 40 000 francs rwandais et aujourd'hui, je peux obtenir jusqu'à 130 000 francs rwandais. Cela dépend des besoins. Par exemple, lorsque je dois acheter un café ou un autre produit sans disposer immédiatement de liquidité, ces prêts me dépannent rapidement. Ces crédits sont principalement accessibles aux utilisateurs des plateformes numériques d'épargne et de prêts proposés par des compagnies de télécommunications et les banques commerciales. Certains clients disposant des comptes spécifiques peuvent même bénéficier de prêts atteignant 12 millions de francs rwandais. Les analystes du secteur financier estiment que ces services numériques contribuent fortement au développement des activités privées, même s'ils réduisent progressivement le volume de dépôts traditionnels dans les banques. C'est là l'expert financier Lukesha Valens. Les rapports montrent que les dépôts bancaires ne sont plus aussi importants qu'auparavant, car les banques font désormais face à une forte concurrence. D'autres acteurs proposent des services similaires à ceux des banques, notamment les plateformes digitales,
Beaucoup de personnes conservent désormais leur argent sur des comptes mobile money et utilisent différentes plateformes qui concurrencent directement les banques traditionnelles. Les statistiques de la Banque nationale du Rwanda indiquent que plus de 6,2 millions de personnes utilisent actuellement des comptes financiers accessibles via les téléphones mobiles. La gouverneure de la Banque centrale, Solaya Hakuzialemye, affirme que cette innovation technologique contribue à l'augmentation globale du volume de crédit dans le pays. La technologie financière ne se limite plus au simple paiement. Elle inclut désormais l'épargne, l'assurance et surtout des prêts numériques. Ces services expliquent en partie la hausse de 27% observée dans les statistiques comparant le premier trimestre de cette année à celui de l'année précédente. C'est une évolution encourageante. Cependant, nous constatons également des défis, notamment les cas de fraude liés à l'utilisation croissante des technologies financières. Même si ces fraudes diminuent, elles causent toujours des préjudices. Au 1er octobre 2025, le département chargé du développement et de la supervision du secteur financier au sein de la Banque nationale du Rwanda comptait 162 institutions autorisées à proposer des prêts numériques accessibles via les téléphones mobiles. Avis de vente aux enchères publiques. L'huissier de justice professionnel porte à la connaissance du public que l'hôtel Villa Portofino, situé à Nyarutarama Avenue Cage 9, maison 119, sur le numéro UPI 1-02-10-01-833 d'une superficie de 5230 m², ainsi que tous ces équipements seront vendus aux enchères publiques, le tout ayant une valeur estimée à 6,5 milliards de francs rwandais. Le calendrier des enchères prévoit 3 tours, du 29 mai au 23 juin 2026 à 12 h. Les inscriptions ainsi que toute autre information sont disponibles via www.yamunara.gov.rw et sous réserve du versement préalable de la garantie de soumission de 5% de la valeur estimée au Minijust Auction Funds Account ouvert à la Banque de Kigali. Par ailleurs, le compte destiné au versement du produit de la vente est de 125 00 96 68 7 ouvert à la Banque de Kigali. La visite du bien est autorisée tous les jours ouvrables pendant les heures de service. Pour toute autre information, veuillez appeler le 0788 57 45 67. Vous suivez toujours la grande édition sur la télévision rwandaise. La diaspora rwandaise en France a rendu hommage à Jean Carbonard, un militant français des droits de l'homme et cofondateur de l'organisation Médecins du Monde, connu pour avoir alerté très tôt la communauté internationale sur les massacres visant les Tutsis avant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Charlène Foulaha nous en dit plus. Maison pour les veuves. Avec bienveillance et des sourires aux lèvres, voici Marguerite Carbonard, l'épouse du défunt Jean Carbonard. Au Rwanda comme en France, le nom Carbonard reste associé à l'intervention marquante de Jean Carbonard sur le plateau de France Télévisions en janvier 1993. À l'époque, invité du journal présenté par Bruno Massure sur France 2, il alertait déjà à la communauté internationale sur le massacre visant les Tutsis au Rwanda. Jean Carbonard témoignait avec émotion de ce qu'il avait vu sur le terrain. Ce que nous avons découvert aussi, et c'est à l'image de la Yougoslavie, toutes les femmes de la minorité Tutsi voient leurs maris, leurs frères, leurs pères tués. Elles sont ensuite comme des bêtes, abandonnées, violées, maltraitées. Et un prêtre me disait dans un camp de réfugiés, de personnes déplacées, où il y avait 350 000 réfugiés qui étaient là, il m'a dit, vous ne pouvez pas savoir la souffrance de ces populations, ça va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et j'insiste beaucoup, nous sommes responsables. Vous aussi, Monsieur Mazur, vous pouvez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose pour que cette situation change, parce qu'on peut la changer si on veut. On a trouvé des femmes qui sont terrées au fond de la forêt depuis des semaines avec leurs enfants. On peut faire quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose pour elles. Et notre gouvernement, en pesant sur les autorités du pays, qu'elles assistent militairement et financièrement,
peuvent très rapidement. En Yougoslavie, en Somalie, c'est un peu différent. C'est une situation qui nous échappe. Mais là, on peut faire beaucoup, nous-mêmes, et en entraînant aussi nos partenaires de la Commission européenne et du monde occidental. Membre d'une mission internationale menée à la demande de la Fédération internationale pour les droits humains, il dénonçait les violences en cours et les signes annonciateurs d'un processus génocidaire. Oui, ce qui nous a beaucoup frappé au Rwanda, c'est à la fois l'ampleur de ces violations, la systématisation, l'organisation même de ces massacres, parce qu'on a parlé d'affrontements ethniques, mais en réalité, il s'agit de beaucoup plus que d'affrontements ethniques. C'est une politique organisée que nous avons pu vérifier malheureusement, parce que dans plusieurs coins du pays, en même temps, éclatent des incidents et ça n'est pas fortuit, ça n'est pas gratuit. On sent que derrière tout ça, il y a un mécanisme qui se met en route et on a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité dans le pré-rapport que notre commission a établi et nous insistons beaucoup sur ces mots. Depuis leur installation à Dieu-le-Fit, commune française située dans les départements de la Drôme, Marguerite et son défunt mari se sont engagés pour faire connaître la réalité des massacres au Rwanda. Grâce à ses liens avec des associations, de médias et les tissus associatifs locaux, Marguerite Carbonard a contribué à sensibiliser l'opinion publique au sort de victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Malgré son avancée en âge, elle poursuit encore aujourd'hui son engagement pour le devoir de mémoire. C'est également grâce à Marguerite et aux proches du couple Carbonard qu'ont vu le jour des associations Innocents à Dieu-le-Fit et Kigali en fête. Notre association se nomme Kigali en fête, association de Dieu-le-Fit, créée depuis 10 ans. Nous avons connu le Rwanda grâce à mon fils aîné, Antonin Coantic, qui travaillait dans le pays en tant qu'ingénieur des routes et des ouvrages collectifs. Avec son épouse Manisha, ils sont restés 7 ans au Rwanda. Il y a quelques années, Antonin nous avait parlé d'un orphelinat à Kigali, géré par une organisation américaine, le ROP. Nous avons commencé à les aider. Nous leur avons rendu visite. C'est ainsi que notre belle aventure rwandaise a commencé. Notre vocation est de venir en aide aux enfants les plus vulnérables du Rwanda pour leur programme d'éducation, de façon tout à fait indépendante, sans lien avec le gouvernement rwandais, ni avec aucune institution religieuse ou politique, que ce soit en France ou au Rwanda. Notre association est bien vivante ici à Dieu-le-Fit et au Rwanda, où nous nous rendons régulièrement. Pour récolter de l'argent, nous organisons des ventes d'artisanat, des événements festifs, des cours de stretching. Nous avons de nombreux bénévoles et sympathisants. Sans eux, notre action serait plus modeste. Je les remercie très sincèrement. Je suis Florence Fallot, la présidente de notre association Kigali en fête. À cette occasion, le maire de Dieu-le-Fit, Patrice Benoît, a rendu hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, ainsi qu'à Jean Carbonard, devant la stèle commémorative inaugurée en 2013. Au Rwanda, les tensions étaient profondes et régulièrement attisées. Au début des années 90, Jean Carbonard alertait déjà sur les risques d'un drame majeur. Nombreux étaient alors ceux qui minimisaient ce qui allait devenir le génocide des Tutsis au Rwanda. Entre avril et juillet 1994, près d'1 million de femmes, d'hommes et d'enfants furent assassinés. Des Hutus modérés furent également victimes de cette violence. Le peuple rwandais a ensuite entrepris un long chemin de reconstruction, de mémoire et de réconciliation pour bâtir un nouveau Rwanda. À Dieu-le-Fit, terre de résistance et d'accueil, sur les traces de Jean Carbonard et sa famille, des liens sincères se sont tissés entre nos deux pays, entretenons-les. Comme mes prédécesseurs, dans la fonction de maire, je m'investirai afin de faire perdurer ce devoir de mémoire
autant que possible. Notre commune sera facilitatrice pour accompagner les associations concernées dans leurs actions et leurs initiatives de transmission. Dans la paix, la mémoire et la concorde, nous vous souhaitons le meilleur pour l'avenir. Au fil des années, des liens d'amitié se sont tissés entre les couples Carbonard et plusieurs rescapés du génocide. De cette relation sont nées des associations de solidarité et un partenariat durable entre les habitants de Dieu-les-Filles et ceux des régions des Kalonji et Bisesero au Rwanda. Charlène Furara. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.